Merci de nous rejoindre pour le JT sur Rythme Blanc. Nous sommes le lundi 7 octobre 2019 dans l'actualité ce soir. Plastique, pneus ou encore mégots, malheureusement les déchets sont nombreux, trop nombreux au fond de nos lacs alpins. Une opération de nettoyage était organisée des deux côtés de la frontière franco-suisse ce week-end, à Saint-Gingolph précisément. Vous le voyez, des plongeurs étaient de la partie reportage dans quelques instants. Et puis une culture savoyarde atypique à découvrir dans ce journal, celle d'insectes comestibles. Un homme s'en est fait une spécialité dans l'avant-pays savoyard. Rencontre à la fin de ce journal. Et on commence ce JT forcément sur les bords du Léman. Oui, un grand nettoyage d'une partie des berges du lac était organisé à Saint-Gingolph ce week-end. Une initiative de l'association Alpes-Léman Passion. Cette opération qui se voulait transfrontalière a mobilisé plusieurs associations françaises et suisses qui œuvrent à la sauvegarde du lac. Originalité de cette opération, des plongeurs étaient associés à la démarche. Jean-Paul Crespi nous en dit plus. Combinaison de plongée adaptée à la température de l'eau, bouteilles et palmes de toute taille pour certains, seaux, gants et pinces en main pour d'autres, les volontaires et plongeurs ont parcouru les berges de Saint-Gingolph par petits groupes pour collecter mégots, plastiques et déchets métalliques. Une journée de nettoyage ininterrompue pour extraire des fonds du lac Léman déchets et autres détritus. Une journée citoyenne transfrontalière, une mobilisation pour la protection des écosystèmes lémaniques. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Certains disent c'est déjà un peu tard, mais non, il y a toujours moyen de faire quelque chose et d'améliorer les choses. Donc c'est ça, nous on œuvre aussi pour avoir un Léman tel qu'il est, beau et que nos enfants puissent en profiter encore et puis sain aussi, sain surtout. Protéger la biodiversité, protéger l'eau du Léman, la qualité de l'eau. Même si certains déchets sont biodégradables, d'autres immergés se décomposent lentement en petites particules pour polluer durablement l'eau. Car certains plastiques relâchent des composants nocifs pour l'écosystème aquatique. Vivons bien, vivons cachés. Mais là, en l'occurrence, sous l'eau, on va quand même ramasser beaucoup de choses. Ça, c'est un peu catastrophique parce qu'on n'a aucune idée de toutes les répercussions que ça a d'un point de vue, sur le point de vue écologique de l'écosystème. Et la berge, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est tout de suite visible, qui est tout de suite accessible, ce vers quoi on tend. Et le fait de dépolluer ça, ça correspond effectivement à une action concrète et ça répond tout simplement à une demande sociétale de plus en plus forte qui est protégeons nos écosystèmes parce qu'effectivement, ils sont pollués. Il y a des enfants qui viennent avec nous, il y a des familles qui sont intéressées par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est un espace grand, c'est dans le public, c'est dehors, donc les gens qui passent nous voient. Donc à partir du moment où on enclenche cette petite les gens commencent à se rendre compte qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose, je pense que ça ne peut que grandir. C'est la petite boule de neige qui va peut-être finir en grosse boule de neige et qui sait, peut-être qu'un jour on pourra sauver nos océans et nos lacs et notre environnement tout simplement. Sur plus de 4 km de berge et de fonds lacustres, les 34 bénévoles et les 16 plongeurs ont retrouvé quantité d'objets et bouteilles en verre ou en PEP, des débris, des capsules et autres canettes en alu entre les enrochements. Un volume important de déchets ont ainsi pu être récupérés sur les berges et retirés des fonds du lac. Une mobilisation responsable, la meilleure des préventions contre les incivilités tout en encourageant les citoyens à devenir acteurs de la gestion de leurs déchets pour préserver ensemble notre environnement. On parle sécurité à présent. Oui, tu le sais, vous le savez, la route nationale 90 dessert les plus grandes stations de Tarentaise. L'hiver, lors des chassés-croisés, le trafic y est souvent perturbé. Une raison parmi d'autres de sécuriser l'un des ouvrages de cet axe très fréquenté, le tunnel de Siex, près de Moutier. Une galerie de sécurité a été creusée depuis 2016. Elle vise aussi à mettre en conformité le tunnel avec la nouvelle réglementation. Son inauguration avait lieu vendredi. Reportage. Chaque jour, plus de 11 000 véhicules empruntent le tunnel du Siex sur la RN 90. L'ouvrage est en travaux depuis 2016 pour une mise aux normes rendue obligatoire depuis l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Une galerie de sécurité a été construite à 20 mètres du tube principal. 7 rameaux d'évacuation les relient. Pour vous donner un exemple de la charge de travail, c'est 600 tirs de mine qui à chaque fois donnaient lieu à une interruption de la circulation dans le tunnel. Le moyen de communication qui est adopté était celui d'abonnement sur des SMS qui étaient diffusés avant chaque tir de mine pour permettre aux usagers de savoir à quoi ils s'exposaient en termes de délai de route. Et donc vous avez en fait un continuum sur l'axe qui permet d'avoir une circulation optimale dès lors qu'on n'a pas non plus une surabondance de voitures comme c'est malheureusement le cas ou heureusement le cas d'un point de vue touristique lors des week-ends de circulation hivernale.
Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à gérer la circulation hivernale maintenant dans d'excellentes conditions. Et en tout cas, cette infrastructure permet d'aller dans ce sens-là. Le trafic du tunnel est multiplié par 2,5 au plus fort de la saison hivernale. Un trafic automobile qui côtoyait jusqu'alors les vélos. Désormais, chacun empruntera son tube. Avant, il n'y avait pas de tunnel du tout, puisque la route passait le long du précipice, très dangereuse, avec beaucoup d'éboulements. À l'occasion des Jeux Olympiques de 92, le tunnel du Siex a été fait, à l'origine pour 3 voies, mais après l'accident du Mont Blanc, avec les normes de sécurité justifiées plus sévères, il ne pouvait être qu'à 2 voies. Et se posait le problème de l'évacuation en cas d'accident. Donc il fallait faire cette galerie de sécurité parallèle au tunnel. L'État l'a fait et nous l'en remercions. Ça s'est très bien passé. Et en plus, nous avons la chance très grande que enfin un des points noirs des itinéraires cyclo en Savoie soit résolu. Coût total de ce chantier qui aura duré 3 ans, 43 millions d'euros pris en charge par l'État. Journée de mobilisation demain. Un rassemblement est prévu à 10h30 devant la préfecture de Chambéry contre la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions de retraite. Une 8e mobilisation nationale pour le pouvoir d'achat des retraités depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et plusieurs manifestations sont également annoncées dans le secteur social. Le personnel des EHPAD souhaite se faire entendre, notamment à Sallanches, Thônes et Annecy demain mardi. Nous y reviendrons dans le JT. Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Nous mangeons sans le savoir près de 500 grammes d'insectes par an sous forme de colorants, présents notamment dans les pâtes, le pain ou encore le chocolat. Christophe Koum, lui, a choisi d'élever des insectes pour en faire des produits comestibles assumés, sous forme de biscuits ou encore de farine. Une nécessité pour ce producteur passionné quand on sait que plus de 2 milliards de personnes mangent des insectes quotidiennement dans le monde. Sébastien Germain lui a rendu visite dans sa ferme installée à Yenne, dans l'avant-pays savoyard. C'est dans sa maison de Yenne en Savoie que Christophe Koum a installé Insectopie, son élevage d'insectes comestibles. Ici, cohabitent grillons, criquets et autres vers de farine. Voilà, comme on peut voir, on les élève sur des volumes. C'est également un des avantages par rapport aux autres animaux. Là, dans une pièce comme ça, on peut produire plusieurs kilos d'insectes par semaine et on ne pourrait pas élever une poule ou une vache ou un autre animal conventionnel. Et c'est notamment pour lutter contre ces élevages intensifs que ce Savoyard, issu du monde agricole, a choisi de se lancer il y a maintenant 5 ans dans l'entomophagie. Si on leur donne une alimentation saine, à la fin on aura une protéine saine. Si on leur donne à manger des cochonneries, et c'est comme ce qu'on mange aujourd'hui. Par exemple, nos viandes sont bourrées de produits vétérinaires, donc on mange ces produits vétérinaires. Et dans les élevages d'insectes, on n'utilise aucun intrant chimique. En plus de l'élevage, Insectopie propose donc une petite gamme de produits cuisinés à base d'insectes. C'est ce qu'on appelle la transformation. Donc on a un petit macérat d'huile issue de l'agriculture biologique dans lequel on fait macérer de l'ail et on va faire notre préparation pour les mettre dans le déshydrateur. Pour Christophe Koum, Insectopie représente un véritable aboutissement, car ce type d'agriculture présente quelques attributs non négligeables. Ce sont des animaux à sang froid, donc la quasi-totalité de ce qu'ils mangent sert à faire leur masse. C'est ce qui explique qu'il faut 10 fois moins de nourriture pour produire autant de nutriments d'insectes que de nutriments de bœuf. On n'utilise pas d'eau, il n'y a pas d'eau qui est nécessaire. On n'utilise pas de produits chimiques, pas de produits vétérinaires, donc c'est un aliment très sain et très propre. Et en plus de la mauvaise réputation que peuvent avoir les insectes auprès du grand public, les producteurs doivent faire face à une certaine défiance des pouvoirs publics. Il y a un argumentaire qui est utilisé par la répression des fraudes et autres organismes qui ne tiennent pas du tout la route. Voilà, sans doute parce qu'on ne fait pas marcher une certaine industrie, sinon je ne vois pas d'autres raisons. Insectopie est désormais présent sur les marchés et intervient auprès des jeunes. Rendez-vous donc à Yenne pour déguster des biscuits salés ou sucrés, ou encore des insectes déshydratés. C'est la saison, la neige a fait son apparition. Et oui, on termine ce journal avec 2 petits clins d'œil. Le premier, du côté de la Rosière, en Savoie. Certains troupeaux de vaches sont encore en alpage et celui-ci, vous le voyez, s'est fait surprendre par les premiers flocons au niveau de la frontière italienne. Pour ce qui est un peu de patience, la station ouvre le 14 décembre prochain. Et à Val Thorens aussi, la station est passée doucement à l'heure d'hiver. Les températures fraîches entre 2 et -4 de ce week-end ont permis de refroidir les sols. Et cette nuit, les flocons sont tombés, 7 cm de fraîche, donc du côté de la station la plus haute d'Europe. Ouverture du domaine le 23 novembre prochain. On se quitte sur ces images. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Manu, à toi le mot de la fin. À demain.
Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez tout de suite le 3e volet de la série Fishing in France qui vous emmènera aujourd'hui à la découverte de quelques-uns des plus beaux secteurs de pêche en Savoie-Mont-Blanc. Demain, vous retrouverez Victoria Lopez à cette même place. Elle accueillera Anne de Lorraine, médecin sur nos 2 départements, qui viendra nous parler d'Octobre Rose, l'entreprise Nolio spécialisée dans la planification et l'analyse d'entraînement sportif, sans oublier les organisateurs des Start-up Week-end de Annecy qui commencent dans quelques jours. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur notre antenne.